Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Entre cette journée un petit peu pluvieuse, nuageuse, bref, qui peut nous rend un peu de mauvaise humeur et mélancolique. Alors aujourd'hui, pour les premiers chapitres, on va lire le premier tome de la Guilde du Savoir qui s'intitule Les Gardiens de la Raison et c'est écrit par Janusz Jaworski. On va mettre le lien dans le chat pour ceux et celles qui seraient intéressées à se le procurer. Ah, ok, j'aurais pensé qu'il y aurait. Ah ouais, c'est disponible en librairie. Sinon, je peux vérifier vite. J'ai pas le. Non, c'est ça. Je pense que j'ai supprimé le lien pour. Mais c'est ça, c'est disponible en librairie comme les librairies. Leslibraires.ca. Et sinon, je peux vous lire, dans le fond, le résumé qui va comme ça. Alors, faut la bonne place. Donc, quatrième de couverture. Autour du village de Carl, moi je vais dire Carl, en plein cœur des terres gelées du Vercanard, des patrouilles entières disparaissent sans laisser la moindre trace. Comment des soldats expérimentés peuvent-ils ainsi se volatiliser pendant une affectation de routine? Je vais juste rapprocher mon micro un petit peu comme ça. Peut-être qu'on va mieux m'entendre comme voilà. Donc, comment des soldats expérimentés peuvent-ils ainsi se volatiliser pendant une affectation de routine? La terreur s'empare de la compagnie d'infanterie impériale stationnée sur place, alors que son capitaine, dévasté par la perte de ses hommes, écrit à ses supérieurs afin d'obtenir de l'aide. Lorsqu'une réponse arrive, elle est loin d'elle celle qu'il espérait. En dernier recours, 3 gardiens de la raison, membres de la Guilde du Savoir, sont dépêchés dans le nord sur demande des plus hautes instances de l'armée afin de faire la lumière sur cette disparition. Ces mystérieux individus vêtus de longues robes noires, craints et méprisés par une société se noyant dans les ténèbres, ne se doutent pas des embûches qu'ils trouveront sur leur chemin. Ce sont pourtant eux qui auront la responsabilité de faire triompher la vérité sur le mensonge, le savoir sur l'ignorance, la raison sur l'obscurantisme. Entre les rumeurs faisant état de désertion, d'attaques de bandits, d'interventions divines ou encore de la présence de démons, que se cache-t-il réellement dans les plaines glacées du Vercanard? Alors, sans plus tarder, on va aller sur le document qui m'a été fourni par leslibraires.ca. Alors, il y a une quarantaine de pages qui sont disponibles. Donc, dédicace à Rachel pour tout. Chapitre 1. Disparition. Aucun mystère ne résiste à celui qui l'approche avec la raison. Recueil du savoir, prélude, verset 2. La pénombre était tombée sur le village depuis plusieurs heures déjà. Le forgeron, l'apothicaire, le tanneur et presque tous les autres commerçants du village avaient fermé leurs établissements. Seuls quelques lieux à caractère plus nocturne, comme la taverne ou la maison de passe, étaient encore ouverts à Karl à cette heure tardive. La neige qui n'avait cessé de tomber depuis le coucher du soleil commençait déjà à recouvrir les traces de tous les mouvements que le village avait connus durant la journée. L'allée impériale, seule route pavée du village, traversant celui-ci du nord au sud, était complètement déserte. La palissade de bois qui séparait Karl des plaines de neige et de glace qui s'étendaient à perte de vue aux alentours subissait les attaques de bourrasques glaciales. Un souffle sinistre se faisait entendre, comme si le vent tentait de conter quelques sombres histoires qui s'étaient déroulées dans la pénombre. À proximité de la grande porte donnant sur le nord, une tour d'observation en pierre surplombait la palissade. Au sommet de cette tour se tenait un homme. L'homme était tellement immobile que si ses cheveux noirs n'avaient pas flotté au vent, on aurait pu le prendre pour une statue. L'aigle argenté brodé sous son épaisse cape en fourrure indiquait qu'il s'agissait d'un membre de l'armée impériale. Le médaillon qu'il portait autour du cou, quant à lui, signifiait à quiconque s'y connaissait le moindrement en symbole militaire qu'il possédait le rang de capitaine. Son visage était crispé, ses 2 poings fermés, et son regard fixé sur l'obscurité qui s'étendait à l'extérieur du village. « Capitaine Damien !» l'interpella une voix au pied de la tour. « Vous devriez descendre si vous ne voulez pas mourir de froid. » Trop absorbé par ses pensées et ses inquiétudes, le capitaine Damien n'avait jusque-là pas réalisé avec quelle violence le froid le mordait. Maintenant qu'il y pensait, il sentit les brûlures glaciales sur son visage et les menus éclats de givre qui s'étaient formés dans sa barbe impeccablement taillée. Il n'avait presque plus de sensation dans les pieds et ses cuisses lui firent penser à 2 gros blocs de glace, comme ceux que l'on utilisait pour congeler le gibier. Il était de toute évidence dangereux de rester là-haut plus longtemps. Le climat glacial du Vercanard était réputé pour sa nature impitoyable envers ceux qui ne le considéraient pas avec assez de prudence.
L'image de la main du tavernier local se forma dans son esprit. Cette main, qui ne possédait que 3 doigts, était pour beaucoup ici un rappel de ce que le froid pouvait infliger aux inconscients. Inconscients, excusez-moi. Damien chassa cette image aussitôt. Avec difficulté, il ordonna à ses doigts engourdis par le froid de se déplier à l'intérieur de ses épais gants de cuir. Soulagé de voir que tout se bougeait, le capitaine joignit ses mains et frotta vigoureusement afin de se réchauffer. Puis il saisit son aume qu'il avait déposé à ses pieds quelques heures auparavant, avant de lancer un dernier regard plein de soucis et de chagrin à l'obscurité. Enfin, il entreprit de descendre de la tour. En ramenant son épée contre son corps, afin qu'elle ne heurte pas les murs, le capitaine s'engouffra dans l'escalier en colimaçon. « Avez-vous vu quelque chose, capitaine? » lui demanda son sergent au pied de la tour. Pour toute réponse, le capitaine Damien secoua légèrement la tête en posant un regard empreint de tristesse sur son subordonné. Ce dernier déglutit avant de reprendre la parole. « Quels sont vos ordres, capitaine? » questionna le sergent dont la voix ne parvenait pas à masquer son effroi. « Va informer la garnison que la patrouille n'est pas revenue, » répondit Damien après quelques instants d'hésitation. « Annonce aussi aux hommes qu'aucune patrouille ne sortira du village jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne veux plus. « Capitaine, la porte sud! » le coupa le sergent en pointant quelque chose par-dessus l'épaule de son supérieur. Damien tourna immédiatement la tête dans la direction qu'indiquait son sergent. Une lueur d'espoir brilla dans son regard lorsqu'il aperçut la petite flamme qui dansait au loin dans l'obscurité. Tout comme la porte nord, la porte sud était surplombée d'une tourelle de surveillance. Excusez-moi. La flamme que le capitaine voyait à cet instant était celle d'une torche que quelqu'un agitait depuis cette tourelle. Il existait un assez grand nombre de signaux qu'une sentinelle pouvait faire à l'aide d'une torche. Certains étaient complexes et parfois difficiles à distinguer les uns des autres. Celui-ci, cependant, ne pouvait être confondu avec aucun autre. Un cercle répété de manière continue ne pouvait signifier qu'une seule chose. On ouvrait la porte. Le cœur du capitaine s'emballa dans sa poitrine. « Pensez-vous que c'est la patrouille, capitaine? » demanda le sergent en posant des yeux remplis d'espoir sur son supérieur. Ouais. Peut-être. Dans tous les cas, je l'espère. Allons voir, Giron. Ignorant la tempête, ils s'engagèrent sur l'allée impériale en direction du sud, sans jamais quitter des yeux la flamme qui dansait toujours au loin. Après quelques dizaines de pas, Giron prit à nouveau la parole. « Capitaine, je veux pas porter le mauvais sort, mais pourquoi une patrouille couvrant le secteur nord reviendrait-elle par la porte sud? »« Je ne sais pas, » répondit le capitaine, dont le visage s'était renfermé quelque peu suite à cette question. Peut-être qu'ils se sont perdus en revenant vers le village et ils ont erré au sud avant de retrouver leur chemin. C'est possible, en effet, capitaine. L'officier n'était pas certain de croire lui-même à cette explication, mais il se défendait d'arrêter d'espérer un possible retour de sa patrouille. Quelques pas plus loin, un bruit se fit cependant entendre, plongeant à nouveau les deux hommes dans le désespoir. Les sabots d'un cheval au galop résonnaient sur les pavés de l'allée impériale. Damien se figea, imité aussitôt par Giron. Ce n'était pas la patrouille. Les patrouilles d'infanterie se faisaient par définition à pied. La personne qui était entrée à cette heure devait être un messager impérial. « C'est un foutu messager, » soupira le capitaine qui, cette fois, paraissait profondément résigné. « Ils n'ont rien de mieux à faire que de venir poser leur stupide courrier en pleine nuit. » « Voulez-vous que j'aille à l'office des messagers vérifier le contenu de ce qu'il apporte? Non, c'est pas nécessaire, Giron. Nous le saurons demain, et de toute façon, tu sais très bien qu'il y a d'habitude dans le courrier qui arrive d'ici. Les lettres de proches pour nos régiments, d'autres pour le préfet d'imbéciles qui ne veulent pas payer leurs taxes, et quelques brasseurs qui tentent de convaincre le tavernier d'acheter leur bière. De toute façon, la bière à la taverne a toujours un goût de pisse, capitaine. » Ce commentaire arracha un léger sourire au capitaine malgré son désespoir. Il était vrai que la bière locale n'était en rien comparable à celle qui se faisait dans les parties civilisées de l'Empire. Soudain, Damien regagna tout son sérieux quand il réalisa que le bruit des sabots se rapprochait de plus en plus. Or, l'office des messagers se trouvait à peu près au centre du village sur l'allée impériale. Le cavalier aurait déjà dû l'atteindre et s'y arrêter. Rien ne justifiait qu'un messager impérial s'aventure aussi loin vers le nord de Karl, surtout sans être passé à l'office auparavant. Ce n'était peut-être pas un messager après tout. « Il vient par ici », murmura Giron, qui était de toute évidence arrivé à la même conclusion, puisqu'il avait posé la main sur la garde de son épée, avait empoigné son bouclier et était venu se placer quelques pas devant son capitaine. L'instant d'après, le cavalier émergea enfin de la pénombre et s'arrêta net à quelques pas des deux hommes. Il portait bien la tunique grise des messagers impériaux, même si celle-ci était à peine visible sous une épaisse cape noire. Ses yeux se posèrent tour à tour sous les deux militaires, puis il tenta de leur adresser la parole, mais Giron l'interpella le premier. « Tu n'es pas autorisé dans le village avant d'être passé par ton office. Tu devrais le savoir, messager, » donna-t-il de sa voix grave qui parvenait à peine à dominer le souffle du vent.
Va immédiatement y remettre ce que tu apportes ou tu seras accusé de distribution illégale de courrier et de complot contre l'Empire. Mais mon courrier est pour. Par les profondeurs, je me fous à quel imbécile tu apportes tes lettres. C'est la loi. Tu vas faire demi-tour immédiatement et filer à ton office avant que je te botte le cul, lui cria le sergent qui commençait à perdre patience. Écoutez-moi, c'est pour. Tu l'auras voulu, s'écria Giron en dégainant son épée et en s'avançant de manière menaçante vers le cavalier. Le capitaine Damien Faille hurla le messager depuis son cheval. L'expression sur le visage de Giron passa de l'agressivité à l'étonnement, puis quelques instants plus tard à la culpabilité. De toute évidence, il regrettait ses paroles. Il posa aussitôt un regard plein de remords sur son capitaine. Celui-ci lui fit un léger signe de la tête pour l'assurer qu'il ne lui tiendrait pas rigueur de ce qui venait se passer. C'est moi, lâcha simplement Damien en s'approchant du messager. Je vous assure que je voulais rien faire d'illégal, commença ce dernier avec un soupçon de panique dans la voix. Je connais la loi, et je sais que le courrier doit passer par l'office afin d'être approuvé. Mais comme ce courrier était pour vous et que vos hommes à la porte m'ont dit que vous étiez à proximité de la porte nord, j'ai pensé que vos soldats n'avaient pas besoin de. Tu as bien fait, messager, l'interrompit Damien. Donne-moi la lettre et file à l'office, y déposer le reste du courrier, si tu en as. Tu ne seras pas accusé de quoi que ce soit. Le messager s'exécuta aussitôt, tendant un parchemin scellé à Damien, puis il fit repartir son cheval haletant, au trot, le long de l'allée impériale. Le capitaine enfouit la lettre sous sa cape en fourrure. Il était hors de question qu'il enlève ses gants ici afin de l'ouvrir, le froid était beaucoup trop violent. De plus, l'endroit s'avérait beaucoup trop sombre et ne se prêtait guère à la lecture. Néanmoins, la principale raison pour laquelle Damien ne voulait pas lire sa lettre immédiatement était la présence de Giron. La loyauté du sergent ne faisait aucun doute, mais Damien devinait que la lettre devait provenir de ses supérieurs. Au vu du contenu de son dernier rapport, il n'allait certainement pas être couvert de louanges. Il était prêt à assumer ses responsabilités devant sa hiérarchie, mais tenait à conserver une image respectable devant ses hommes. Être seul pour lire le courrier et subir le courroux qu'il contenait était de ce fait très important à ses yeux. Avant de s'adresser à Giron afin de le congédier, Damien jeta un dernier regard vers la tour sud. L'espoir d'y voir apparaître un nouveau signal annonçant l'ouverture de la porte brûlait en lui, mais aucune flamme ne vint danser dans la pénombre. Son cœur sombra dans sa poitrine et son visage se renfrogna à l'évidence que ces hommes ne rentreraient jamais. Va au baraquement, Giron, ordonna le capitaine. N'oublie pas d'informer les hommes de ma décision. Plus aucune patrouille ne doit quitter Carge jusqu'à nouvel ordre. Exactement. Merci, Giron. Après avoir abattu le capuchon de sa cape sur son visage, le sergent d'infanterie impériale tourna les talons et partit vers les baraquements. Le capitaine le vit discrètement dessiner une arche imaginaire dans l'air avec son doigt, puis passer en dessous avant de poursuivre sa route. Oui, nous allons en avoir besoin de la protection divine, murmura le capitaine pour lui-même. Désormais seul, Damien se dirigea d'un bon pas vers la tour sur laquelle il avait passé la grande majorité de la soirée. Tenant son bras devant son visage afin de se protéger des rafales glaciales, il atteignit sa destination assez vite. À quelques pas de l'escalier en colimaçon menant au sommet de la tour se trouvait une porte. Oui, Link. Ouais. Ouais, voilà. OK. Celle-ci donnait accès à une petite pièce qui servait principalement d'entrepôt. Damien souleva le loquet et s'engouffra à l'intérieur. À tâtons dans l'obscurité, il trouva une lampe à huile sur une étagère près de la porte. Il l'empoigna et sortit l'allumer à l'aide d'une torche fixée à l'entrée de l'escalier de la tour avant de revenir dans la pièce. Une fois bien installé sur le sol, à la faible lueur de la lampe, le capitaine retira ses épais gants et se frotta vigoureusement les mains. Puis, il retira doucement le parchemin de sous sa cape. Sans surprise, il aperçut le sceau de l'armée impériale apposé soigneusement sur la cire. Un aigle majestueusement perché sur une épée. Il le brisa et découvrit un message écrit d'une belle écriture régulière et soignée. Cher capitaine Damien Faille, je suis profondément attristé par la disparition de vos hommes. J'ai pris connaissance de votre dernier rapport et ai décidé de 2 choses dont je vous informe par cette lettre. Tout d'abord, nous allons écourter votre séjour ainsi que celui de vos hommes dans le Verkenard. Une autre compagnie d'infanterie viendra prendre votre place durant la 3e semaine du mois de Valeur. Soyez donc prêts à partir d'ici là. La compagnie qui vous relèvera vous fournira vos ordres de marche. Par ailleurs, j'ai trouvé vos observations et vos commentaires au sujet de ces disparitions très intéressants. Je partage votre sentiment, tout ceci est pour le moins étrange. De toute évidence, Karl a besoin d'aide. Une délégation SEDA sera par conséquent envoyée pour percer le mystère entourant la disparition de vos hommes. Je ne sais pas combien de temps il leur faudra pour envoyer les bonnes personnes, je ne sais donc pas s'ils arriveront avant ou après votre départ. S'ils arrivent pendant que vous êtes encore en poste à Karl, je vous demande de leur offrir votre pleine collaboration pour le bien de l'Empire. En attendant, faites le nécessaire pour limiter les pertes dans vos rangs. Que l'Éternel vous protège, Arlan d'Ervaillant, commandant des veilleurs, au général de l'armée impériale.
C'était comme si le peu de chaleur conféré à Damien par la lampe à huile brûlant au-dessus de sa tête avait disparu. Il relut le parchemin à 3 reprises, sa main tremblant un peu plus à chaque lecture. Une peur profonde se mélangeait aux nombreuses questions qui assaillaient son esprit. Pourquoi le haut général lui écrivait-il en personne? Pourquoi ses ordres ne venaient-ils pas comme d'ordinaire d'un quelconque commandant des armées? Et surtout par les profondeurs, pourquoi des Eddas, des messagers de la mort noire en personne, comme s'ils n'avaient pas déjà assez de problèmes? Tout ceci n'avait aucun sens. Désormais, dans un état de confusion encore plus grand qu'auparavant, Damien se redressa soudainement. Après avoir roulé le parchemin d'un geste vif, enfilé ses gants et rabattu le capuchon de sa cape sur son visage, il s'élança d'un bon pas vers la porte, puis vers le sud du village. Des 2 côtés de l'allée impériale se dressaient des rangées de petites maisons en bois, collées les unes aux autres pour mieux conserver la chaleur. Un toit triangulaire très raide, afin que la neige tombe plus facilement, trônait au sommet de chaque maison. Le capitaine songea qu'il n'aimerait pas vivre dans l'une de ces petites habitations aux allures austères. Il avait même l'impression que si les maisons étaient pourvues d'une volonté propre, elles n'hésiteraient pas à s'effondrer sur lui. Tout dans la région du Verkenor semblait hostile au militaire impérial qu'il était. Même s'il se trouvait à l'intérieur de la palissade, le capitaine Damien Faye avançait avec prudence, l'œil attentif et la main prête à dégainer. Telle était l'ambiance sinistre qui régnait depuis plusieurs semaines dans le village. Alors qu'il passait devant l'office des messagers, des pas résonnèrent dans l'une des ruelles derrière lui. De mouvements vifs, mais parfaitement contrôlés, le capitaine fit face au nouvel arrivant, tout en rapprochant sa main droite de sa hanche gauche où pendait son épée. « Du calme, capitaine, dit l'homme qui venait de faire son apparition sur l'allée impériale. Ce n'est que moi. L'homme était plutôt petit, gras et très pâle. Ses traits durs et ses cheveux et ses yeux inquisiteurs exprimaient une sévérité certaine. Pas un seul cheveu ne se dressait sur son crâne. On aurait pu penser qu'il était chauve, mais le capitaine Damien savait parfaitement que tous les prêtres se rasaient impeccablement la tête presque quotidiennement par souci de pureté. Les nuances d'orange vif de la robe du prêtre, qui dépassait dessous sa cape en fourrure, contrastaient incroyablement avec les tons ternes que présentait le village de Karl. L'homme n'était pas d'ici non plus, et cela se voyait. Hey, salut Skaos, j'espère que tu vas bien, et merci pour ton lurk, c'est toujours apprécié. On va en profiter pour prendre une gorgée d'eau. Hmm. Oui, Link, tu veux ton attention, c'est ça? Hein? Où est-ce que j'étais rendu? Damien aurait dû se détendre à la vue de l'homme d'église. En effet, celui-ci ne constituait aucunement un danger. Même que s'il l'avait croisé quelques heures plus tôt, le capitaine aurait probablement trouvé un certain réconfort auprès de lui. Mais à présent, il portait un courrier qui annonçait l'arrivée d'une bande de Zeda à Karl, quelque chose que le prêtre n'allait certainement pas accepter. Même si Damien n'était en aucun cas responsable de cette folie, il savait très bien quelle conclusion le prêtre allait tirer. L'armée, donc Damien, faisait venir des Zeda dans le Verkenor. Il se mettrait à hurler à l'hérésie et à la trahison envers l'Éternel, puis il proférerait des menaces liées à une nouvelle mort noire. Autant de choses que le capitaine n'avait nul besoin d'entendre en ce moment. Cependant, mentir à un représentant du sanctuaire était presque aussi grave que de mentir à l'Éternel lui-même. Comme il était impensable d'en arriver jusque-là, la meilleure solution était d'éviter toute discussion avec l'homme d'église. Le capitaine exécuta donc un rapide salut de la tête, puis commença à se retourner afin de poursuivre sa route. Vous n'avez rien vu? Reprit le prêtre avant que Damien n'ait pu lui tourner le dos. Depuis votre tour, vous n'avez rien vu? Non, rien du tout, mon guide, répondit le capitaine en s'immobilisant et en tentant de masquer au mieux son malaise. Alors. Oh, qu'est-ce que. Ok, il joue avec des trucs sur un bureau. Alors, qu'allez-vous faire, capitaine? C'était exactement la question que Damien se redoutait. Mentir était hors de question, mais garder pour soi une partie de la vérité semblait acceptable. Ce fut du moins la conclusion mesurée à laquelle parvint le capitaine à cet instant. Plus aucune patrouille ne sortira de Karl, mon guide. C'est trop dangereux et je ne veux plus mettre mes hommes en danger, répondit lentement le capitaine en s'efforçant de maîtriser sa voix. Et les habitants, les voyageurs, les travailleurs de la mine, les commerçants, qui va les protéger dans ce cas? S'exclama le prêtre de sa voix sévère. Aucun d'entre eux n'a disparu, mon guide. Les habitants du village sont libres de circuler à l'intérieur et à l'extérieur à leur guise. Mes soldats, eux. Mais vous et vos soldats devez nous protéger, le coupa le prêtre. Comment vos hommes vont-ils assurer notre sécurité s'ils se terrent derrière la palissade? En ce moment, les villageois se sentent justement plus en sécurité quand ils sont loin de mes hommes, vous le savez bien. Vous ne croyez quand même pas à ces imbécilités païennes, s'écria le guide, dont le visage avait abandonné toute pâleur pour devenir soudainement écarlate. C'est de l'hérésie. Comment osez-vous? Je vous pensais plus. Je n'ai jamais dit que j'y croyais, reprit calmement Damien.
Je vous explique simplement, mon guide, que les habitants de Carl préfèrent éviter la présence de mes hommes à l'extérieur du village. Et pour tout vous dire, je ferai sans doute la même chose à leur place. Le capitaine considéra les dernières paroles du capitaine en se calmant peu à peu. Son visage retrouva graduellement sa pâleur sinistre. Après quelques instants, il reprit la discussion sur un ton beaucoup plus posé. Je vous ai déjà fait part de mes inquiétudes au sujet de toute cette histoire, capitaine. Si vous ne pouvez pas assurer l'ordre, il serait peut-être judicieux de faire appel à quelqu'un qui saura le faire. La situation n'est plus entre mes mains, mon guide. Après avoir lu mes derniers rapports, mes supérieurs ont décidé de prendre des mesures à mon encontre. Mes hommes et moi quitterons bientôt le Verkenor et seront remplacés par une nouvelle compagnie qui sera stationnée ici. Mais à présent, je vais devoir vous laisser, mon guide. Je dois me rendre au cœur afin de m'entretenir avec le préfet. Le guide de Karl approuva d'un léger hochement de tête. Il s'approcha du capitaine et, tout en posant sa main gauche sur l'épaule de celui-ci, dessina une arche imaginaire au-dessus de lui avec l'index de sa main droite. Que la protection de l'Éternel vous accompagne, murmura-t-il. Je prierai pour vous et vos hommes. Link est en train de faire de l'exploration. Merci, mon guide, répondit le capitaine dans un murmure. Je prierai pour le village, même lorsque je serai rentré à Kazam. Sur ces mots, Damien tourna les talons et repartit le long de l'allée impériale. La discussion avec le guide de Karl n'avait pas été aussi difficile que ce qu'il avait redouté. Il n'avait pas eu à mentir et le prêtre ne s'était guère intéressé aux ordres de ses supérieurs. Le capitaine se promit de prier pour que les Eddas n'arrivent à Karl qu'après son propre départ. Ainsi, ce serait son successeur qui devrait affronter le courroux du prêtre. Mais surtout, cela éviterait à Damien d'avoir à côtoyer ces dégénérés, ce qu'il souhaitait de tout cœur. Par les profondeurs, depuis quand le haut général est-il devenu fou, songea-t-il en continuant son chemin. Pourquoi fait-il confiance à cette secte d'illuminés? Comment ces hommes n'ayant pas plus de sens moral que des animaux vont-ils bien pouvoir aider l'armée? La mort noire n'a-t-elle pas fait assez de ravages dans l'Empire? Quelle inconscience de tolérer ainsi ceux qui l'ont provoqué. Une corde bien nouée et une chute courte avec un arrêt brutal, voilà tout ce qu'ils méritent. Au lieu de ça, on les tolère. Et voilà que le haut général lui-même, un homme tellement respecté, le combattant légendaire de l'Empire, fait cet affront à l'Éternel en les invitant dans cette région conquise en son nom. Par pitié, protecteur éternel, murmura le capitaine en faisant le geste de l'arche de protection. Pardonnez-nous, protégez-nous, guidez-nous. Une autre gorgée. Chapitre 2. Les trois cavaliers. L'homme qui aspire au passage vers les cités éternelles n'a jamais tué ses semblables. Le chemin, c'est qu'elle... Ah! Ça fait tort. Attends que tu sois passé. Non, les trois cavaliers. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de lieues au sud du Vercanar, en plein cœur des terres impériales, dans la forêt de champs de bois, trois cavaliers avançaient lentement sur un étroit chemin de terre. Les arbres qui bordaient ce chemin accentuaient l'obscurité dans la nuit en bloquant l'éclat de la lune de leur imposante silhouette. Soudain, un hibou ulula avant de s'envoler d'une branche quelque part à leur droite. Les trois hommes, vêtus de longues robes noires dont le capuchon masquait en grande partie leur visage, ne lui accordèrent aucune importance. Dans un silence de plomb, ils poursuivirent leur chemin. Celui qui chevauchait en tête était de taille moyenne, mince et musclé. Une fine barbe argentée courait sur son visage à l'expression naturellement aimable. Son cou était protégé du vent par une écharpe de rouge foncé rappelant la couleur d'un bon vin. Retenu par des lanières de cuir, une arbalète étrange trônait dans son dos. Cette arme ne ressemblait en rien à celle qu'on pouvait apercevoir entre les mains des soldats de l'armée impériale ou encore de certains chasseurs. L'arbalète que cet homme portait était beaucoup plus longue, plus fine, plus élégante et richement décorée au niveau de la crosse. De plus, un curieux tube en cuivre était fixé au-dessus de la détente. Dans sa main droite, l'homme tenait une seconde arbalète de même facture que celle qu'il avait sur le dos, mais beaucoup plus petite et plus légère.
Ces dernières ne possédaient pas de tube de cuivre, mais étaient en revanche munies d'un levier d'armement, et sa crosse était courbée de manière à épouser la forme de l'avant-bras de son porteur. À sa ceinture, on pouvait également distinguer un carquois de cuir particulièrement longuilingue, ainsi qu'une dague à lame fine. L'homme ouvrait la route sereinement en jetant de temps à autre de rapides coups d'œil dans différentes directions. Contrairement à son compagnon, l'homme qui chevauchait au centre de cet étrange cortège était petit, mais incroyablement trapu. Les plis de sa longue robe noire laissaient deviner une musculature hors du commun. Son visage était traversé par une longue cicatrice qui prenait naissance au-dessus de son œil gauche et s'étendait jusqu'à la joue opposée en passant sous son nez aplati. Taillé comme un ours, il portait sur son dos une arme qui convenait parfaitement à son gabarit, un lourd marteau de guerre muni d'une redoutable pointe à son extrémité. Les décorations sur le manche indiquaient clairement que cette arme était l'œuvre du même armurier qui avait conçu les arbalètes de son camarade. Comme si son immense marteau ne le rendait pas suffisamment effrayant, l'homme portait un long poignard accroché à la ceinture. Une écharpe d'un gris foncé, comme un ciel orageux, couvrait son cou massif. Se tenant parfaitement droit sur sa monture, l'homme se retournait régulièrement pour surveiller un grand sac fixé à ses selles. L'homme qui fermait la marche était quant à lui affalé sur ce cheval et se contentait de lever légèrement la tête de temps à autre pour redresser la trajectoire de sa monture. Sa posture courbée lui donnait un aspect mou et le faisait paraître plus petit qu'il ne l'était réellement. Sous son capuchon, on pouvait apercevoir un nez aquilin, encadré de fines rides et des joues creuses couvertes d'une irrégulière barbe naissante qui lui donnait un aspect fortement négligé. Une écharpe de jaune très pâle reposait nonchalamment sous ses épaules. À sa ceinture pendait une épée à une main dans un fourreau étrangement large. Les ornements du pommeau, de la poignée et de la garde n'étaient pas sans rappeler ceux qui embellissaient les armes de ses compagnons. Cet individu avait tout l'air de s'ennuyer profondément, se contentant de suivre les deux autres. Les 3 cavaliers de noir vêtus avançaient silencieusement à travers la forêt, quand soudain, un cri strident déchira la nuit. Aucun des cavaliers ne parut le moindrement surpris. Ils n'accordèrent en fait pas plus d'importance à ce hurlement qu'ils n'en avaient accordé au hibou qui s'était envolé quelques instants auparavant. Aussitôt, un second cri se fit entendre. Cette fois, le vieux cavalier portant la barlette se tourna vers celui qui ressemblait à un ours. Ce dernier se tourna vers le sac, c'était de là que provenaient les cris. Évar, s'il ne la ferme pas, je l'égorge sur le champ, s'exclama le dernier de la file d'une voix traînante et pleine de lassitude. Ça ne fera que la moitié de la prime, mais je préfère encore ça que de devoir supporter ces beuglements jusqu'à Rimont. L'homme au marteau acquiesça, puis il administra une vigoureuse secousse au sac à l'aide de son bras droit. Les hurlements cessèrent aussitôt. Hé! Ferme-la ou je t'assomme encore une fois! Menaça-t-il le contenu du sac avant de se tourner vers le cavalier en tête du cortège. C'est bon, Villemort, on peut y aller. Je suis sûr qu'il va bien se tenir pour le reste de la route. Nous sommes presque arrivés de toute façon, répondit le dénommé Villemort. En effet, très peu de temps après, les 3 cavaliers aperçurent, au détour du sentier, les lumières d'un village. Ils s'y dirigèrent aussitôt, sans pour autant faire accélérer le pas à leur monture. Ils entrèrent ainsi en silence dans le village de Rimont, qui avait été leur destination depuis le début de l'après-midi. À cette heure tardive, l'allée impériale qui traversait le hameau était presque déserte. Dans un premier temps, ils ne croisèrent qu'un chien, qui s'enfuit immédiatement à leur vue. Quelques dizaines de pas plus loin, Villemort remarqua une vieille femme qui les observait depuis une fenêtre à l'étage de sa maison. Dès qu'il tourna légèrement la tête dans cette direction, celle-ci ferma brusquement les volets, une expression effrayée sur le visage. Rien de bien surprenant dans ce trou perdu au milieu de la forêt, songea-t-il en continuant sa route. Les 3 hommes savaient bien que tout ce qu'ils étaient et tout ce qu'ils représentaient serait haï et méprisé ici. Pas grand-chose n'était éveillé à Rimont. En passant devant la scierie, la forge et bon nombre d'habitations, les 3 cavaliers sentirent qu'ils étaient épiés. Mais chaque fois, les observateurs disparaissaient dès qu'ils étaient repérés. Lorsque les 3 hommes passèrent devant le temple, orné de ses nombreuses arches, Évar eut un hoquet de dégoût. Un bien triste spectacle s'offrait à eux. Une petite potence était installée là, de manière à être bien visible depuis la route. Sur la poutre horizontale, une dizaine de chats horriblement mutilés étaient pendus. Ah, les pauvres chats! Ah. Certains avaient des pattes brisées, formant d'horribles angles, d'autres avaient la tête arrachée et l'un d'eux avait clairement été brûlé. Et après, ils vont dire que c'est nous qui n'avons pas de sens moral, commenta tristement le cavalier à l'impressionnante musculature. Pauvre bête. La mairie était un bâtiment imposant en comparaison des modestes demeures que l'on pouvait apercevoir à Rimont. Sous son toit arrondi, on pouvait distinguer de la lumière à une fenêtre. Le maire était donc là et il était éveillé,
Presque généralement, le dernier étage de ces constructions était réservé aux appartements personnels du dirigeant local. Les 3 cavaliers descendirent de leur monture et les attachèrent devant le bâtiment. Tiens, ma brave tempête, chuchota le vieil arbaletier en sortant une petite galette d'avoine. Reste là sagement, je vais revenir bientôt. C'est un cheval! Lâcha soudainement son compagnon aux joues creuses sur un ton empli d'agacement. Il te comprend pas plus que tu comprends ses hennissements. Ce commentaire fut ignoré par l'homme à l'arbalète, celui-ci laissant tranquillement son cheval manger dans sa main. Le dénommé Evar souleva le sac et le déposa sur l'une de ses robustes épaules. Villemar remarqua alors plusieurs parchemins accrochés sur le mur de la mairie à quelques pas de la porte d'entrée. Il s'approcha, puis en lut rapidement plusieurs avant de tomber sur celui qu'il voulait. Recherché, Fraulein l'invisible. Recherché pour vol, fraude et usurpation à l'encontre de l'Empire. Quiconque le capturera vivant sera récompensé de 60 écus. Quiconque rapportera son cadavre sera récompensé de 30 écus. Suivait ensuite une brève description de l'individu, une liste de ses nombreux méfaits et finalement, tout en bas du parchemin, le sceau du maire de Rimont marqué dans la cire. Lentement et soigneusement, Villemar décrocha le parchemin et l'enfuit dans un pli de sa longue robe noire. On ne sait jamais, nous pourrions en avoir besoin, lança-t-il à ses compagnons tout en se dirigeant vers l'entrée. Allons-y. Après avoir frappé à l'aide du marteau de porte en forme de gueule de loup, ils attendirent qu'on vienne leur ouvrir. Le jeune garde qui fit son apparition dans l'entrebâillement parut paniqué en voyant les 3 capuches noires et tenta immédiatement de refermer la porte. « Calme-toi, nous venons chercher une prime », s'exclama Villemar en coiffant son pied dans l'embrasure de la porte. « Nous montons voir le maire, nous prenons nos écus et nous repartons. Tu comprends? » Le garde scruta les 3 hommes, puis écarquilla légèrement les yeux en voyant l'imposante carrure d'Evar. Il obtempéra aussitôt et les fit monter à l'étage où il frappa à la porte des appartements du maire avant de redescendre à toute vitesse. Durant sa course dans l'escalier, il dessina frénétiquement et à plusieurs reprises une arche dans les airs avec l'index de sa main droite. Les 3 visiteurs profitèrent de cette courte attente pour retirer leur capuchon, dévoilant ainsi leur visage. Un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'un élégant pourpoint rouge en lin, vint leur ouvrir. Ce devait être le maire de Rimont. Dès qu'il aperçut ses visiteurs nocturnes, il fit un bond en arrière afin de se figer avec une expression mélangeant effroi et dégoût sur son visage. « Bonjour, monsieur le maire, » commença Villemar en affichant un grand sourire amical. « Nous sommes... »« Je sais très bien qu'est-ce que vous êtes. Que faites-vous à Rimont? Qu'est-ce que vous voulez? » aboya sèchement le maire. « Garde! Garde! Oh non, je ne resterai pas un instant seul avec des Eddas. » Après qu'un vacarme se fit entendre dans une pièce attenante, 4 gardes armés de glaives et de petits boucliers ronds firent éruption dans la pièce par une porte et vinrent se placer derrière le maire. Ils avaient beau tenter d'afficher des airs dominants et intimidateurs, tous les 4 donnaient l'impression de petits chiots terrorisés que l'on poussait dans la tanière du loup. Comme je disais, poursuivit Villemar en s'avançant davantage dans la pièce, suivi de ses 2 camarades, nous sommes des gardiens de la raison, membres de la Guilde du savoir. Je me nomme Villemar et voici mes compagnons, Evar et Audral. Le maire haussa légèrement les sourcils à ces paroles, mais ne dit rien. Il attendait de toute évidence que ses visiteurs poursuivirent leur explication. Son regard se promena entre les 3 hommes et s'attarda sur l'étrange symbole brodé sur leur poitrine, ce qui lui arracha immédiatement une grimace de dégoût. Finalement, il posa ses yeux sur l'imposant sac posé sur l'épaule de l'un d'entre eux. « Evar, s'il te plaît, montre à monsieur le maire ce que nous lui apportons, » demanda Villemar. Le Zedda trapu posa le sac sur le plancher, l'ouvrit, puis recula de quelques pas en posant sa main sur le manche de son poignard. Le visage horrifié d'un jeune homme aux longs cheveux châtains apparut dans l'ouverture. Avec difficulté, il parvint à sortir ses épaules, puis il s'extirpa entièrement du sac et se redressa en position assise. Ses mains étaient attachées dans son dos. Qui est-ce? S'informa le maire, qui n'avait pas l'air d'apprécier qu'un homme ligoté soit sorti d'un sac au milieu de ses appartements. Il s'agit du très recherché voleur Fraulein, dit l'invisible, répondit aussitôt Villemar de sa voix aimable. Celui-là même pour lequel vous offrez 60 écus, si je me trompe. Et comment puis-je être sûr que c'est bien lui? Demanda le maire après avoir observé quelques instants l'individu sur le sol. Ce n'est peut-être qu'un jeune homme innocent que vous avez attrapé, ligoté et mis dans un sac. Voyons, monsieur le maire, pour qui nous prenez-vous? Nous ne ferions jamais cela à une personne innocente, rétorqua immédiatement Villemar. Premièrement, vous devez savoir que c'est lui, puisqu'il correspond à la description qu'ont donnée les rares témoins à l'avoir aperçu. De plus, si vous le lui demandez, je suis sûr qu'il vous confirmera son identité. Je pense qu'il préfère être sous votre responsabilité que sous la nôtre,
Et finalement, Frolin l'Invisible n'est-il pas entre autres recherché pour le vol de la bague de cérémonie du guide de Rimon? En prononçant ces derniers mots, le Zeda à la barbe argentée sortit un petit objet des replis de sa robe et il le mit bien en évidence au creux de sa main. Il s'agissait d'une bague dorée présentant 3 cavités, d'où des pierres précieuses semblaient avoir été arrachées. Villemar la lança ensuite au maire afin qu'il puisse l'examiner de plus près. Remarque que le nom de ton guide est gravé à l'intérieur, avant de nous accuser de l'avoir volé à un autre prêtre pour te tromper, fit la voix lasse, mais pleine de sarcasme austral. Et maintenant, si ça te dérange pas, nous voudrions la prime promise pour sa capture. À la pâle lumière d'une lampe à huile, le maire de Rimon examina la bague durant quelques instants. Les 3 visiteurs se tenaient à quelques pas de lui. Évar demeurait immobile, sa main droite prête à dégainer son poignard, fixant sans relâche le voleur ligoté de ses grands yeux bruns. Excusez-moi. Audral était quant à lui adossé au mur près de la porte, le regard posé sur ses propres pieds. Finalement, Villemar se tenait bien droit en souriant au centre de la pièce, attendant patiemment que le maire finisse son inspection du bijou qui venait de lui lancer. Il n'y a pas de doute possible, c'est bien la bonne bague, admit le maire après l'avoir retourné l'objet plusieurs fois entre ses doigts. Et c'est en effet très probablement le bon criminel. Je voudrais bien vous payer, mais vous comprenez le problème. Tout problème a une solution, intervint Villemar. Je suis sûr que nous pourrons en trouver une. En fait, la moitié de la récompense provient du fonds alloué à la sécurité de Rimon. Ça, je peux vous le donner, surtout si ça peut vous faire repartir plus vite, reprit le maire. L'autre moitié provient en revanche directement du temple. Elle m'a été confiée par notre guide et je ne peux pas décemment vous la donner. De l'argent de l'Église entre vos mains, ça paraît impossible. Je suis sûr que vous comprenez. Donc, c'est 30 écus ou c'est rien. 30 écus est la somme offerte pour cet homme, mais mort, siffla Audral qui venait de redresser la tête. Oui, et alors? Alors, je vais te le saigner au milieu de ton plancher et nous repartirons avec les 30 écus que nous méritons. C'est ainsi que tu veux que justice soit rendue sur ton territoire? C'est la réputation que tu veux donner à ton patelin puant? Une expression d'horreur était apparue simultanément sur les visages de Frolin et du maire. Ce dernier recula même de quelques pas, comme frappé de plein fouet par la cruauté des propos de son interlocuteur. Le voleur s'agita également et commença à se tortiller pour se sortir de ses liens, mais une main posée sur son épaule par l'imposant Évar lui rendit aussitôt son immobilité. Ce serait une possibilité, reprit l'agréable voix de Villemar, qui se voulait le plus rassurant possible. Mais nous n'aimerions pas en arriver là. Nous connaissons la loi, monsieur le maire. Un avis de recherche est une offre que on ne peut rétracter. Qu'il soit émis par un maire, par un prêtre ou même par l'empereur n'a aucune espèce d'importance. Évidemment, si vous préférez ne pas payer pour ne pas offenser votre guide, nous comprenons. N'oubliez cependant pas que nous sommes en possession du criminel et d'un exemplaire de l'avis de recherche. En prononçant ces mots, le vieil arbalétier sortit le parchemin qu'il avait décroché, le montra au maire et le fit disparaître aussitôt dans un repli de sa longue robe noire. Nous reviendrons tout simplement avec un magistrat de la cour du peuple dans quelques jours, poursuivit-il. Et vous savez que s'il tranche en notre faveur, vous nous devrez 10 fois la somme que vous nous devez déjà. Donc, en ce qui nous concerne, cet arrangement nous va très bien. Je n'aurais qu'à dire que vous n'êtes jamais venu ici, que vous avez monté cette histoire de toute pièce en espérant empocher 10 fois la prime. Quel magistrat accordera plus d'importance à la parole de gens comme vous qu'à celle d'un maire? S'exclama le dirigeant de Rimon en affichant un sourire mauvais. Nous avons prévu cette éventualité, monsieur le maire, répondit calmement Villemar. C'est pourquoi, depuis notre arrivée dans vos appartements, nous avons mémorisé la couleur des murs, tous les meubles, la disposition des poutres ainsi que bon nombre d'autres détails. Évidemment, vous pourrez déclarer au magistrat que nous étions ici parce que vous nous aviez invités à prendre le thé, mais j'ai bien peur que cela n'affecte la crédibilité de votre version des faits. Le portrait de la vieille truie là-bas, facile à mémoriser, jamais vu quoi que ce soit d'aussi hideux, lâcha Audral avec un sourire en coin. C'est mon épouse! S'écria le maire qui venait de s'empourprer. Et tu penses que ça la rend moins hideuse? Répliqua Audral, qui semblait se délecter de cet échange. Et si je vous faisais simplement arrêter par la garde? Ou si un accident malheureux vous arrivait, tonna le maire en te prenant un air supérieur. Il me suffit de souffler dans ce corps et une douzaine de mes fidèles gardes seront ici pour vous tailler en pièces. Alors vos hommes mourront, rétorqua calmement Villemar en plantant un regard serein, mais plein de défis dans les yeux du maire. Un silence de mort s'installa dans la pièce suite à ces paroles. Une hostilité mutuelle évidente flottait dans l'air malgré le calme affiché par le vieux Zeda. Son air rassurant avait cédé la place à une expression de détermination effrayante. Le maire referma ses doigts crispés sous son corps alors que les 4 gardes derrière lui se mirent à trembler. Et même si, par accident, nous tombions ici, poursuivit Villemar sans lâcher son interlocuteur des yeux, vous pensez bien que d'autres gardiens de la raison viendraient vous demander des comptes. Pensez-vous vraiment pouvoir dissimuler le meurtre de 3 de ses membres à la guilde du savoir? Voyons, monsieur le maire, réfléchissez un peu.
Les émotions se succédaient sur le visage du maire de manière très intéressante, alternant haine, peur et dégoût. Il ressemblait à un condamné à mort à qui on donnait le choix entre la potence et le pâle. De toute évidence, il pesait le pour et le contre de chaque solution et aucune ne lui convenait. Villemort attendit donc quelques instants, puis voyant que le maire était toujours indécis, se résolut donc à l'aider un peu. Comme je vous disais, vous pouvez refuser de payer, cela nous va très bien puisque nous vous prendrons 10 fois plus dans quelques jours. Vous pouvez commencer à rassembler votre argent. Notre argent. Au revoir, monsieur le maire. Évar remet notre invité dans son sac. Tournant les talons, Villemort adressa un grand sourire à ses deux compagnons et fit un pas vers la porte. Exactement comme il avait prévu, la volonté du maire céda à cet instant précis. À contre-cœur, ce dernier les pria de rester, puis courut dans la pièce voisine et revint avec une bourse en cuir qui étendit avec une certaine aversion au vieux Zeda. Après une très brève inspection, celui-ci estima que la bourse contenait bien 60 écus. Les 3 gardiens de la raison attendirent que 2 des gardes viennent s'emparer du prisonnier, puis ils quittèrent le bâtiment. 10 écus pour toi, Audral, lança joyeusement Villemort en tendant une poignée de belles pièces d'argent à son camarade. 10 pour Évar, 10 pour moi et 30 pour la guilde. Vous voyez, ça s'est pas trop mal passé. Après avoir laissé leurs chevaux à l'écurie, les 3 hommes encapuchonnés se dirigèrent vers l'auberge nommée la Fourmi Braisée. C'était le garçon d'écurie qui leur avait indiqué le chemin à suivre pour s'y rendre. Les 3 gardiens de la raison étaient toutefois conscients que son aide avait eu davantage pour but de se débarrasser au plus vite d'eux que de leur rendre service. Ayant chevauché depuis le début de l'après-midi, ils avaient décidé de passer la nuit à Rimont avant de reprendre la route le lendemain. Alors que les 3 hommes traversaient lentement une petite place entourée d'habitations collées les unes aux autres, un groupe d'une dizaine d'individus apparut de l'autre côté de celle-ci. Une hostilité évidente émanait de ces nouveaux arrivants, même si dans l'obscurité, il était impossible de distinguer le visage. Évar tendit immédiatement une main par-dessus son épaule gauche afin de saisir son imposant marteau de guerre, mais Villemort l'arrêta d'un subtil geste de la main. « Pas de sang. Nous ne voulons pas d'ennui, » lui souffla-t-il en poursuivant sa route. Lorsque la distance séparant les 2 groupes ne fut plus que de quelques pas, Villemort s'immobilisa, aussitôt imité par ses 2 compagnons. À cette distance, il distinguait beaucoup mieux les individus qui se trouvaient sur son chemin. Couverts de boue et de crasse, chaussés de sabots rustiques et vêtus d'habits usés, ce n'étaient pas des brigands. Il s'agissait d'honnêtes gens qui travaillaient durement pour faire vivre les voleurs. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont mauvais, mais plutôt parce qu'ils sont mal guidés, pensa Villemort. Si la plupart étaient des adultes, certains, cependant, avaient encore des traits d'enfants, devant être âgés d'une quinzaine d'années tout au plus. Tous étaient armés de quelques objets plus ou moins dangereux qu'ils avaient trouvés. Ainsi, 5 d'entre eux tenaient des gourdins, 3 étaient munis de fourches, un jeune garçon au menton allongé tenait un marteau, alors que le dernier, un homme costaud au centre du groupe, possédant le même menton, brandissait une hache de bûcheron. Tous affichaient une expression de dégoût teintée de crainte, une expression que Villemort ne connaissait que trop bien. Une profonde haine que seule la peur pouvait induire dans l'esprit des hommes émanait d'eux. La majorité de la bande évitait de regarder le vieil arbalétier dans les yeux, lâchant régulièrement des regards en coin à l'homme au menton allongé. Ce dernier était probablement l'instigateur de cet attroupement. C'est surtout une marionnette, pensa Villemort. Donnant l'impression d'être animé par une malveillance profonde, l'homme ne baissait pas les yeux et soutenait le regard du vieux Zeda. En général, lorsqu'une bagarre était sur le point d'éclater dans un village comme celui-ci, d'autant plus si c'était à seulement quelques centaines de pas de la mairie, des gardes intervenaient pour disperser l'altercation. Or, Villemort savait très bien qu'aucun garde n'interviendrait. Il discernait des visages discrets aux fenêtres et des demeures autour d'eux. Ces gens regardaient pour les voir souffrir et ils le savaient. Une confrontation était inévitable. « Vous n'auriez jamais dû venir à Rimont, » siffla l'homme à la hache de bûcheron. « On n'aime pas les déranger ici. »« Nous voulons juste dormir à l'auberge cette nuit, » répondit calmement Villemort. « Nous repartirons demain à l'aube. »« Non, vous repartez immédiatement, bande de fils de putain. L'Éternel ne vous permet pas de rester ici. Pas de Zédon à Rimont, hurla l'homme en brandissant sa hache sous les acclamations de ses compagnons. Vous puez tellement qu'on vous laisserait même pas dormir à l'écurie avec vos chevaux, mais on sait que ça vous rendrait heureux. On dit que vous aimez ça, culbuter des animaux, bande de dégénérés. Le groupe s'esclaffa et certains crièrent d'autres injures aux 3 gardiens de la raison, toujours immobiles. Leur ricanement s'arça cependant d'un seul coup quand Audral, suivi aussitôt par Évar, s'avança vers eux d'une démarche nonchalante, mais pourtant gracieuse, et vint se placer à une distance d'à peine un pas du bûcheron, posant sa main droite sur le pommeau de son épée. Tous les autres hommes reculèrent et brandirent nerveusement leurs armes de fortune. « Dégage de mon chemin, espèce de sang-lapis, ou je t'assure que c'est ton cadavre qui passerait la nuit à l'écurie, » menaça le Zeda dans un souffle.
Dans un premier temps, le bûcheron grimaça, mais il parut réfléchir quelques instants. Il regarda ses compagnons comme pour s'assurer qu'ils étaient encore là. Puis, sans crier gare, il abattit sa hache d'un puissant coup de vertical visant la tête d'Audral. L'attaque aurait sans doute tué le gardien de la raison, d'autant plus que celui-ci n'avait pas esquissé le moindre geste pour se défendre. Evar, en revanche, avait anticipé le coup et était venu parer la lame de la hache de son avant-bras. Le choc fut si violent que la hache fut arrachée des mains de son propriétaire et atterrit derrière lui. Le manche avait été brisé en deux alors que le bras d'Evar avait à peine tremblé. Les yeux du bûcheron s'écarquillaient d'horreur. L'homme en face de lui venait d'arrêter un coup de hache avec son bras. De toute évidence, il n'était pas le seul à être atteint de stupeur, tous ses compagnons affichant désormais des expressions de terreur absolue. Un discret sourire en coin naquit sous les lèvres de Villemort. Ce n'était pas la première fois qu'il vivait ce genre de scène, mais cela l'amusait chaque fois. Avant que ses assaillants ne retrouvent leurs esprits, Audral, d'un geste aussi vif que précis, porta la main à son épée. Ce ne fut cependant pas le manche de celui-ci que ses doigts saisirent, mais plutôt un fin poignard dissimulé dans les ornements du fureau. L'éclat de la lame jusque-là invisible brilla dans la nuit. D'un habile pas de côté, il se retrouva derrière son adversaire et lui pressa l'arme sous la gorge tout en lui tordant le bras droit de son autre main. Puis, d'une légère pression sur l'arrière de sa jambe avec son pied, il le fit tomber à genoux. Dans le même temps, Evar avait libéré son marteau qu'il tenait désormais au bout de ses énormes bras, prêt à attaquer, et Villemort avait pointé la plus petite de ses deux arbalètes en direction de leurs adversaires. 3 jeunes garçons et 2 hommes d'orge-mur s'enfuirent à toutes jambes. Le reste du groupe semblait trop pétrifié par la peur pour bouger. Alors, il est où votre éternel maintenant, bande d'imbéciles s'écria Audral, dont la voix n'avait plus aucune trace de lassitude. Vous venez nous agresser en son nom, et maintenant, où est-il? Et votre lâche de guide qui vous a envoyé nous chasser pendant qu'il se tard dans son temple, où est-il? Bande de sans-lapis imbéciles. Vous vous complaisez dans votre ignorance et n'êtes rien d'autre que des marionnettes. Le monde est ce qu'il est, pas ce qu'un charlatan chauve vous raconte qu'il est. Foudroyant son auditoire stupéfait du regard, Audral baissa son arme et libéra le bûcheron. Celui-ci s'effondra face contraire, couvert d'urine et tremblant comme une feuille. Tu ne mourras pas ce soir, poursuivit le Zeda aux joues creuses. Mais tu vas rentrer chez toi et tu vas réfléchir. Pourquoi ton Éternel t'a abandonné ce soir? Qu'est-ce qui te donne le droit de me juger et de me condamner? Et puis, en quoi suis-je différent de toi? Tu vas y réfléchir, tu comprends? Vous aussi, ajouta à l'intention des hommes encore présents. Et vous aussi, cria-t-il finalement en balayant du regard les nombreuses fenêtres sombres derrière lesquelles se cachaient des visages terrifiés. Lentement et d'un pas craintif, le jeune garçon au long menton vint aider le bûcheron, qui devait être son père, à se relever. Il le soutint sous son épaule et ils repartirent dans la direction par laquelle ils étaient arrivés. Aussitôt, le reste du groupe se dispersa également. Une fois que les villageois se furent tous éloignés, les 3 Zédas purent enfin rejoindre l'auberge. Merde, il pleut, voilà qui va rendre le voyage agréable, s'exclama Evar en montant en selle. Arrête de te plaindre, répliqua aussitôt Villemort. Ce soir, si tout va bien, tu dormiras au chaud dans ton lit, sans avoir besoin de garder une main sous ton marteau. C'est pas toi qui chevauches avec le Dera Irel. Je t'assure que c'est pas très confortable. Pas confortable, mais pratique, n'est-ce pas, Audral? Intéressé se contenta de hocher la tête, le regard perdu devant lui. Villemort côtoyait Audral depuis assez longtemps pour savoir qu'il n'était pas en train de les ignorer par irrespect. S'il ne répondait pas, c'était tout simplement que la discussion ne l'intéressait pas. Ceci dit, ce que tu as fait était dangereux. Tu ne devrais pas en faire une habitude, commenta Villemort. Je savais qu'Avor interviendrait, assura paisiblement Audral. Tu sais que j'aurais pu trébucher ou mal positionner mon bras, ou tout simplement ne pas être assez rapide, intervint Hervor. Je sais que tu serais assez rapide, répondit Audral, paraissant légèrement agacé. Les 2 autres cessèrent aussitôt de l'importuner avec leurs questions et éperonnèrent doucement leur monture. Les 3 cavaliers quittèrent donc Rimont par le seul chemin qui permettait de sortir du village et de rejoindre la grande route vers l'est en traversant la forêt de champs de bois. Ils bavardaient de choses et d'autres, quoique, comme à son habitude, Audral ne participait que très peu à la conversation. Affalé sous sa selle, il se contentait de suivre ses camarades. La pluie de plus en plus forte ralentissait quelque peu leur progression, puisqu'elle transformait le chemin de terre en une longue flaque de boue dans laquelle les chevaux s'embourbaient. Soudain, Villemort entendit un bruit dans un buisson à leur droite. Avant qu'il n'ait pu esquisser le moindre geste, une flèche enjaillit en direction du groupe. Instinctivement, sans même regarder où la flèche était échouée, Villemort dégaina sa petite arbalète aussi vite qu'il le pouvait.
Il distingua alors une silhouette tenant un arc dans le boisé. La distance le séparant de sa cible était de 30 pas tout au plus, une proie facile pour le tireur expérimenté qu'il était. Dès que la corde claqua, libérant le carreau, il sut que son tir ferait mouche. Le carreau atteignit sa cible dans l'œil et celle-ci s'effondra. Le vieux Zeda actionna le levier d'armement qui tendit aussitôt la corde et plaça un second carreau dans la rainure. Prêt à tirer, Villemar scruta attentivement la forêt, mais il ne semblait pas y avoir d'autre danger. Ce fut alors que Villemar entendit un gémissement. Se tournant vers ses compagnons, il vit où la flèche était logée. Evar, qui donnait pourtant l'impression d'être fait d'acier, se tordait de douleur sous sa selle, la flèche profondément enfoncée dans son épaule. Ordral, quant à lui, avait habilement glissé littéralement sous sa selle afin d'être protégé par le corps de son cheval. Villemar s'approcha sans attendre d'Evar afin de lui venir en aide. « Ordral, va vite regarder dans son carquois si c'est une flèche à aileron ou non. Je veux savoir si je peux la retirer ici ou s'il faudra un chirurgien, cria Villemar. Le Zeda ou joue creuse approcha prudemment sa monture du cadavre, après quelques secondes d'observation, mit pied à terre et se pencha sur celui-ci. Celles dans le carquois n'en ont pas, lança Audral. Le vieux cavalier empoigna l'un des sacs accrochés à sa selle et en sortit un bandage, ainsi qu'une petite bouteille pleine de liquide transparent. D'un regard, il demanda le consentement de son compagnon blessé, lequel hocha la tête. Méticuleusement, Villemar retira la flèche, désinfecta la plaie, puis le pansa. Il immobilisa finalement l'énorme bras d'Evar en l'attachant à son torse. Ce dernier était devenu très pâle et avait beaucoup de mal à masquer sa douleur. « Audral, on y va! » cria-t-il à son compagnon qui était toujours agenouillé près du cadavre. « Qu'est-ce que tu fabriques? » À son grand étonnement, Audral se redressa en riant de vive voix. « Qu'est-ce qu'il a encore fait? » se demanda le vieux Zeda avant de s'approcher. Ce fut avec une certaine tristesse qu'il reconnut l'individu qui venait d'ôter la vie. Il s'agissait du jeune garçon au menton allongé, présent la veille devant l'auberge. Comme s'il était capable de lire ses pensées, Audral lâcha un commentaire à cet instant même. « Celui-là n'a pas réfléchi hier soir, il l'a mérité. » En observant davantage la scène, Villemar remarqua ce qu'il devait faire rire son compagnon. Celui-ci avait retiré le carreau de l'œil du cadavre du jeune garçon et le tenait dans sa main. Il l'avait cependant remplacé par l'une des flèches qu'il avait trouvées dans le carquois du mort. « Tu comprends? » demanda Audral en s'esclaffant de manière dérangeante. « Quand ils trouveront le corps, ils penseront qu'il s'est tiré dans l'œil. C'est un accident de chasse plutôt spectaculaire. Audral, personne ne va penser ça. » « Je sais, mais ça me fait rire de penser. Allons-y, il faudrait pas que quelqu'un nous trouve à proximité de ce cadavre. Ici, personne ne se laissera convaincre que c'est lui qui nous a attaqués, et j'ai pas envie de m'expliquer avec des gardes. Mais c'est un accident de chasse, continua Audral en riant de plus belle. On leur expliquera qu'il... Audral, Evar a besoin de soins, on y va. Comme s'il était soudain revenu à la réalité, le Zeda ou Jucreuse cessa de rire et se remit immédiatement en selle. Les 3 cavaliers partirent au trot en direction de la grande route vers l'est, laissant Rimon et le cadavre du jeune garçon derrière eux.